Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur des gestions d'Amundi. Amundi, on le rappelle, premier groupe européen en termes de gestion d'actifs, un peu moins de 2000 milliards d'euros. Dans le top 10 mondial, il y a un Français. Et c'est vous. Voilà, une fois que c'est dit, on passe à autre chose. Juste, c'est intéressant parce qu'on a tous les banquiers centraux qui sont évidemment lors du forum organisé par la BCE à Sintra au Portugal. Donc on guette leurs déclarations. Il y en a plusieurs. Je commence par Christine Lagarde qui dit que le ralentissement de l'inflation sous-jacente reste insuffisant. Alors, je ne sais pas si elle a dit comme ça, mais en substance, c'est quand même le message, on l'a tous compris. Elle s'est engagée clairement sur le mois de juillet sur une hausse de taux. Sur septembre, je l'ai sentie un peu prudente pour une seconde hausse de taux, vous aussi? Oui, alors effectivement, je pense que la prochaine hausse d'auto est acquise, Ouais. compte tenu de ce qu'elle a dit. La question, c'est est-ce qu'ils vont en faire deux? Le marché est partagé, hein. Quand on regarde ce qui est pricé en futur, on est sur une probabilité de 2/3 pour deux hausses d'auto. Ouais. Euh, Elle aurait pu être un peu moins prudente, je trouve, Christine Lagarde, en cohérence Oui. avec son discours. mais en fait, elle est prise entre des feux contradictoires, entre une orthodoxie de l'Europe du Nord, notamment allemande, qui veut vraiment lutter de manière résolue contre l'inflation, et des pays du Sud, dont la France, qui finalement s'accommodent d'une inflation qui resterait vers les 3-4%, compte tenu de leur endettement notamment. Et on voit bien, elle est vraiment prise en sandwich, à la fois sur les taux, mais aussi sur le bilan et l'excès de liquidité. Je pense que c'est les deux choses à surveiller. On ne parle que des taux. Ouais. C'est normal, parce qu'on voit tout de suite l'effet immédiat sur les marchés. En revanche, on parle moins du bilan de la BCE. Elle avait annoncé un truc au moment de la réunion de la BCE, on l'avait commenté ici, mais ça m'échappe, comme quoi le programme, les réinvestissements, Voilà. pas du programme pandémique, mais du programme APP qui date de 2015, je crois que là, il n'y a plus de réinvestissement. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est une réduction très lente du bilan, qui avait énormément monté avec... si en même temps on remonte fortement les taux et qu'on réduit fortement le bilan, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait récession. Hein. On est d'accord. Et c'est l'autre contrainte de Lagarde, mais aussi de Powell, c'est la conjoncture économique qui est quand même très molle, ou par dire proche de la récession. L'Allemagne est déjà en récession. Ouais. Heureusement que l'Europe du Sud a surpris, dont la France positivement, mais on est quand même sur une ligne de crête. Espagne, Italie. Voilà. On est sur une ligne de crête qui est quand même pas évidente. Puisqu'on parle de l'Europe du Sud, c'est intéressant, je trouve, d'écouter Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui fustige la BCE et qui nous dit hier que le remède de la BCE est plus dommageable que la maladie. Le remède, c'est la hausse des taux, la maladie, c'est l'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité que ce risque que la BCE, et ce n'est pas une question nouvelle, qu'elle en fasse trop, avec ce risque d'anesthésier une activité qui est déjà, pas moribonde, mais mollasse, quoi. Alors c'est un débat légitime et assez complexe, puisqu'en fait, historiquement, on voit qu'il y a un décalage assez fort, à minima 9 mois, mais souvent plutôt 18 mois, entre les actions de politique monétaire et leur diffusion et leur impact. Et là, on est sur la mécanique de précision. C'est-à-dire que lorsque vous avez zéro croissance autour, une inflation qui commence à refluer, mais lentement. On est à 6, je crois, en zone. Oui, on va arriver à 4, c'est à peu près sûr. Mais après, aller à 2. 4 en fin d'année? Oui. Après, aller à 2, le chemin est plus compliqué. C'est plus facile de passer de 6 à 4 d'ici la fin de l'année que de 4 à 2 après. Notamment compte tenu de tous les agendas de transition énergétique, d'investissement stratégique qui sont inflationnistes. Et ça, la BCE. Et puis des hausses de salaire aussi, des rattrapages. Et les hausses de salaire. Alors, Christine Lagarde a dit, les hausses de salaire, il faut les prendre sur les marges et non pas augmenter les prix. Donc elle n'a pas tort de dire ça. Est-ce que les entreprises vont le faire? Oui, rien n'indique. Donc il y a quand même des pressions inflationnistes qui demeurent. Et Meloni, elle est dans son rôle. Donc il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Oui, mais alors la question c'est l'hyperinflation. C'est-à-dire que si on est à 4, objectivement, même si les Allemands... Est-ce que c'est dramatique? Non, justement. 4, non. 8, ça commence à poser des vrais problèmes. Donc, mais le mandat de la BCE est 2. Et elle ne va pas s'asseoir dessus comme ça. 2 en moyenne, long terme. Donc comme on était en déflation pendant longtemps, la question c'est sur quelle durée de temps vous mesurez la moyenne. Donc ils pourront, à mon avis, tolérer 3 à 4 pendant plusieurs années. Vous pensez que la BCE tolérera entre 3 et 4% d'inflation et en laissant les taux là où ils sont aujourd'hui? Voilà, mais sans forcément réécrire leur mandat. Ils ne vont jamais dire on change la cible de 2%. Donc ils vont l'accepter sans le dire. Voilà, parce que ça arrangera un peu tout le monde à la fin. Comment elle se justifiera la BCE d'avoir entre 3 et 4% d'inflation? Elle raisonnera sur une moyenne de cycle, en disant on a eu des années et des années
de désinflation. Ouais. Donc finalement, en moyenne, sur 10 ans, on est à 2. Ah, vous êtes confiant, hein. Écoutez, il faut. Alors, le problème, c'est que, comme vous le dites très bien, on a un risque qui n'est pas nul d'accident de politique monétaire. Donc, effectivement, que la diffusion qui va vraiment se sentir en fin d'année et en début d'année prochaine soit plus sévère que ce qu'on pense et ce que la BCE attend. Et si on rentre en récession en Europe, et notamment si elle est marquée, là, on est face à d'autres problèmes. Est-ce que la BCE se sentira aussi obligée de soutenir le cycle? On peut imaginer une BCE qui baisse ses taux, fin 2023, début 2024, parce que la récession est plus prononcée que ce qui était attendu, avec une inflation qui sera encore à 4. Alors ce serait un peu tôt. Ouais. On pense que la BCE pourrait baisser ses taux à partir de mi-2024. Ouais. Mais sur un scénario, en fait, c'est la résultante, qu'on voit ce que presse le marché aujourd'hui, aux États-Unis et en Europe, c'est une baisse de taux de 100 points de base l'année prochaine aux États-Unis. Ouais. Mais pour nous, c'est la résultante de deux scénarios. Un scénario central qui n'est pas de baisse de taux, parce que l'inflation reste assez élevée, et l'économie reste correcte, et un scénario où, au contraire, on a une grosse récession, et là, la Fed ou la BCE sortent le bazooka et baissent les taux de, non pas 100 BP, mais de 3-4%, et reviennent à des niveaux extrêmement bas. Alors ça, pour le coup, je suis prêt à faire un resto sur ce scénario. Hein. Eh bien, écoutez, 30% de probabilité. 30%. Voilà. Donc, ce n'est pas majoritaire, oui. mais on peut pas l'exclure. Bon, et en même temps, encore une fois, quand on écoute, parce que Jérôme Powell a parlé, ils ont tous parlé, tous les grands argentiers de la planète ont causé, et en même temps, on peut les comprendre, 6% d'inflation en zone euro, 6%, 4% aux États-Unis. Conserver une ligne dure, en tout cas en termes de communication et peut-être d'action aussi, c'est un peu normal, ou on se dit les économies donnent des signes de faiblesse Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, aux États-Unis, le marché de l'emploi reste extrêmement ferme. En Europe, il n'est pas si dégradé que cela. Donc, tant que le marché de l'emploi et que le consommateur, finalement, tiennent, les banques centrales n'ont pas d'autre choix que d'avoir une ligne dure. Ce serait incompréhensible qu'ils aient une ligne différente, compte tenu de cette résilience du marché de l'emploi et de l'économie. Alors, résilience toute relative, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas sur une économie qui est en expansion forte. Mais le marché de l'emploi est un vrai casse-tête, hein, notamment pour la Fed. Ouais. Et on se dit quelque part que la victoire dans cette guerre contre la hausse des prix, elle semble quand même s'éloigner puisqu'on va s'accommoder, et ce qui n'est pas dramatique pour l'économie, d'avoir une inflation entre 3 et 4%. Oui, alors de toute façon, arriver à stabiliser les prix, disons à 2% ou à 3% de manière pérenne, année après année, c'est un exercice impossible. Donc la question, c'est quelle marge on s'autorise autour de la cible. Ouais. En plus et en moins. La cible, c'est 2, la cible, c'est pas 3. La cible, c'est 2, on est d'accord. La cible, c'est 2. Après, les banques centrales, notamment la BCE, ont inclus dans leur mandat, et c'est nouveau, un rôle dans la transition énergétique. Donc, à cet égard, elle pourrait dire, finalement, ma cible, je dois aussi l'ajuster un peu de ces nouveaux investissements. Ça le dit pas. On aimerait beaucoup l'entendre, mais il faudra surveiller les narratifs, parce que ça pourrait évoluer. Bon, aux États-Unis, c'est quand même intéressant quand on regarde les statistiques ou les indicateurs. La confiance des consommateurs a atteint un pic de près de 1 an et demi. Les nouvelles commandes de biens durables ont augmenté de manière inattendue au mois de mai. Les ventes de maisons neuves ont bondi, alors plus haut depuis février 2022. Mais elle est où la récession aux États-Unis là? Pardon, parce que l'économie américaine déjoue totalement tous les pronostics. On est d'accord. On a été nous-mêmes un peu surpris. Donc l'économie reste... 18 mois qu'on nous parle de récession qu'on ne voit pas. Hein. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'on ne verra jamais. Enfin, qu'on ne verra pas à court terme. Nous, on continue quand même de penser que fin d'année, on aura des signes récessifs, voire une récession aux États-Unis. En fait, l'économie américaine aujourd'hui se résume à 2 choses. Le marché de l'emploi, donc la confiance du consommateur est quand même liée à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre offre-demande sur le marché de l'emploi qui donne de la confiance aux consommateurs. Les salaires continuent d'augmenter. Et sont à un rythme à peu près équivalent à l'inflation. Donc ça, c'est vraiment le ciment de l'économie américaine, puisqu'on voit bien que 70% de l'économie est drivée par le consommateur, dont le sentiment est lui-même drivé par le marché de l'emploi. Ouais. Donc tant qu'on aura autant d'emplois non pourvus, de demandes d'emploi non pourvues, ça se réduit un peu, hein,
mais ça reste quand même, le marché reste très chaud. Et tout ça explique donc, pardon je vous coupe, Oui. que Jérôme Powell a dit à Sintra, en gros, que les membres du board voyaient 2 hausses de Oui. taux de la Fed, ou plus. Oui. Ou plus. Oui. Ah oui, mais attendez, Oui. c'est pas du... Oui, non, mais c'est un changement important que le marché n'a pas du tout pris en compte. Donc le marché dit, même pas mal, on ne croit pas à la Fed. Moi, on m'a toujours appris ne jamais se mettre face à la Fed. Donc je pense que le marché est un petit peu complaisant ou trop optimiste sur le scénario de soft landing, de l'inflation, de la croissance et après de baisse de taux. Tout ça est un peu contradictoire. Donc en effet, Powell a été particulièrement clair pour une fois, ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas ignorer ce qu'il dit. Donc je pense que effectivement, ce marché de l'emploi qui en surchauffe toujours, amène des pressions inflationnistes dans le système, via les salaires. Et comme par ailleurs le politique américain continue à faire de l'expansion fiscale, on est quand même dans un marché aux États-Unis, en plein emploi, avec un déficit budgétaire de l'État de 6%. Ça ne s'est jamais vu. Et puis il y a une élection l'année prochaine. Et une élection l'année prochaine, tout ça étant assez cohérent finalement. Ouais. Ça ne s'est jamais vu. Donc l'orthodoxie n'est plus du tout dans les finances publiques américaines. Bon, un petit mot des marchés boursiers. Vous étiez venu sur ce plateau, c'était fin avril. Vous aviez dit à l'époque que cette confiance, je vous cite, cette confiance, c'est un peu. Le CAC était autour de, un petit peu en dessous de 7600 points. Vous avez dit que cette confiance est un peu toxique, le marché va corriger. Oui. Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 7003. Ça a suffisamment corrigé pour vous ou pas? Alors, le marché en moyenne, c'est-à-dire l'indice, probablement pas. Je pense que la dispersion dans le marché va s'accroître. Il y a des valeurs qui restent quand même très chères, très détenues, très aimées. Dans Le luxe. Entre autres, mais pas uniquement. Il y a pas mal de sous-segments où on voit des valeurs qui... Vous pensez à quoi en dehors du luxe? En secteur dans l'aéronautique, par exemple. On a quand même, dans les biens de consommation grand public, on a des valeurs qui sont quand même assez chères. Vous voyez lesquelles. Dans la tech aussi. Alors en France, on n'a pas beaucoup de valeurs tech. Mais tech à nous, c'est le luxe. Voilà, mais des valeurs tech en Allemagne ou aux Pays-Bas. Alors je ne peux pas citer trop de noms, mais vous voyez, il y a quand même... Quand on a des price earnings à 30, 40, 50, 60 fois, il faut être très confiant quand même dans la capacité des entreprises à poursuivre leur expansion. Mais à 7300 points, c'est un peu cher. On fait quoi? Pour vous, le marché, le CAC 40 est encore un peu cher là? Si vous êtes en... Disons que le potentiel de gain marginal me semble plus limité que le potentiel de perte. Donc c'est une question d'horizon de temps aussi. Ça dépend. Si vous êtes très long terme, il faut mieux rentrer graduellement et avoir un prix de revient moyen. Mais donc à 7300, ça peut remonter à 7005 ou 7006. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an, même pas un an, on était à 6000. Ouais. Et dans un contexte macroéconomique qui était un peu meilleur. Donc je vous sens globalement sur les actions, vous n'êtes pas plutôt neutre au global sur les actions, quelle que soit la zone géographique? Alors on est clairement sous-pondéré sur les États-Unis, compte tenu de la structure du marché et compte tenu des valorisations. On est sur un price earning, donc un rapport cours, bénéfice sur cours aux États-Unis qui est quand même de 20 aujourd'hui. 20, c'est quand même... Ouais. On est à quoi, 13-14 en Europe? On est vers les 14. Au sein des indices, on a des écarts immenses. Donc on a quand même des valeurs, et votre intervenant précédent, on a parlé du pétrole, les valeurs énergétiques sont assez intéressantes aujourd'hui, compte tenu de ces perspectives. Et plus on va à l'est, finalement, plus le potentiel de marché, de notre point de vue, est intéressant, compte tenu du différentiel pérenne en termes de croissance. En gros, le monde occidental est à zéro, va rester à zéro pour plusieurs années. Lorsque la sphère asiatique, donc Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Chine, est à 5. Donc on a 5 points d'écart de croissance du PIB. C'est ce qui fait que vous restez... c'est un des rares, d'ailleurs, gestionnaires à être positif sur la Chine. Absolument. Ce qui me vaut des commentaires parfois acerbes. Beaucoup de clients... alors, la Chine est un des rares sujets qui divise réellement. Donc, il y a des clients... clivant. Totalement.
avec des réactions un peu extrêmes des deux côtés. Donc on essaie d'être un peu plus mesuré, mais fondamentalement, notamment dans les valeurs, pas les très grands noms de la tech, etc., chinois, mais dans les valeurs en dessous, donc le marché large des A-shares, il y a énormément de valeurs à capturer. Bon, on finit là-dessus, Vincent Mortier, quels sont les principaux risques sur les marchés aujourd'hui à surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois? Le risque que beaucoup de gens ont oublié, et en général les grosses crises financières viennent de là, c'est le crédit. On a un monde qui est hyper leveragé, des taux qui ont pris 500 points de base sur les taux courts en un an, ça s'est jamais vu. Donc le principal risque, c'est un accident de crédit. Voilà, qui viendrait du high yield, enfin des obligations à haut rendement, qui viendraient de certains pays émergents, qui sont vraiment dans une situation parfois un peu tendue, qui viendraient de la sphère privée, de l'immobilier commercial aux États-Unis. Donc il faut surveiller ça, parce que c'est vraiment le risque qui aujourd'hui est mal pris en compte par les marchés. Bon voilà, merci de passer nous voir. Vincent Mortier, donc, directeur de gestion d'Amundi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.